Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart pour 10 minutes. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la Commission des affaires économiques, lorsqu'il arrivera, Monsieur le rapporteur. Mais non, et je veux m'adresser à lui d'abord pour lui dire qu'il y a une semaine, j'ai eu l'occasion de lui dire combien nous regrettions les conditions qui nous sont imposées en Commission des affaires économiques comme en séance pour l'examen des projets de loi. Celui que vous nous présentez aujourd'hui n'échappe pas à la règle. Il a été adopté en Conseil des ministres le 2 août et bénéficie d'une procédure accélérée. Une procédure accélérée ne veut pas dire qu'on doit régler en 8 jours l'examen du texte en commission et en séance. Entre le 2 août et maintenant, vous aviez largement le temps de provoquer un examen en commission qui laisse un temps suffisant avant la séance. Ce temps aurait été d'autant plus nécessaire que vous n'étiez pas totalement prêt sur votre texte, puisque le travail en commission vous a amené à de nombreuses reprises, Monsieur le ministre, à reporter à la séance la proposition de nouveaux engagements, de nouvelles propositions, des clarifications et donc de nouveaux amendements du gouvernement. Ce n'est pas respectueux de l'opposition, ni même de votre majorité, qui est contrainte, comme nous, à examiner le texte un jeudi en commission et le vendredi suivant en séance, en ayant laissé penser durant quelques heures que ce serait peut-être le jeudi. Par contre, tout ce temps, depuis le 2 août, vous l'avez mis à profit, Monsieur le ministre, pour préciser le mode opératoire qui permettra de définir les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville et de préfigurer cette fameuse liste de ces quartiers. Pourquoi ne pas en avoir réservé la primeur aux membres de la Commission comme un complément à l'étude d'impact? Pourquoi en avoir donné l'exclusivité à un journal dans une interview du 10 novembre? Ce ne sont pas des indiscrétions de journalistes, Monsieur le ministre, c'était une interview. Si nous adhérons à l'adoption d'un critère unique, celui qui mesure la pauvreté, pour sélectionner les quartiers prioritaires, nous regrettons vraiment que les modalités qui conduiront à la mesurer n'aient pas donné lieu à une discussion en commission. Nous regrettons aussi que la liste des quartiers prioritaires, a priori 1300, apprend-on, n'ait pas été donnée à connaître en commission et qu'elle soit gardée sous le coude jusqu'à l'après-municipal. Pourquoi ne pas nous donner votre liste indicative maintenant? Pourquoi donc voulez-vous négocier après les municipales? C'est vous qui le dites au JDD, quelque chose qui résulte pourtant d'une évidence politique et mathématique. Alors nous souhaitons que le contenu des décrets qui détermineront les modalités de l'application du chapitre 1 du projet de loi puisse faire l'objet d'une présentation préalable en commission. Nous insistons aussi, une fois encore, sur l'attention particulière qui devra être apportée au suivi des quartiers qui ne seront plus prioritaires et au maintien de à leur bénéfice des crédits de droit commun de l'État. Monsieur le ministre, nous avons bien compris que l'essentiel se passe ailleurs que dans la commission. Alors on peut comprendre qu'on s'y occupe beaucoup en passant beaucoup de temps à rendre le projet de loi encore plus bavard qu'il ne l'était, en passant de l'article 1 d'une phrase de 90 mots à une phrase de plus de 150 mots pour expliquer à quoi vise la politique de la ville. Je me demande pourquoi on a oublié d'y mentionner aussi qu'elle visait à maintenir la biodiversité dans les zones de friche et à encourager l'économie circulaire. Mais comme si cette phrase n'était pas suffisante, on la complète par 4 alinéas qui la paraphrasent. On finit par oublier que si on a choisi la pauvreté comme critère unique pour sélectionner les quartiers, c'est bien l'amélioration des revenus des populations par le développement économique qui doit être le moteur de cette politique de la ville. Or, dans votre projet, la stimulation du développement économique, je dis bien la stimulation, n'est qu'une des mesures d'accompagnement de la politique de la ville, alors que le développement économique et l'accès à l'emploi des habitants de ces quartiers devraient être au centre de la politique de la ville. Je suis heureux d'avoir soutenu l'amendement du rapporteur qui a permis l'addition d'un article 1 bis qui inclut le lieu de résidence comme un facteur de discrimination répréhensible. Mais ce n'est pas cette mesure qui crée l'emploi dans ces quartiers. Ce ne sont pas non plus les emplois d'avenir que vous réservez aux habitants de ces quartiers qui leur assureront des emplois pérennes. C'est le retour de la croissance et de vraies mesures favorables à l'emploi dans les entreprises. Oui, la politique de la ville est un sujet majeur qui est directement ou indirectement au cœur de l'actualité quotidienne et des dysfonctionnements et dérives de notre société et qui vaut tant de déplacements ministériels répétés dans certaines agglomérations. Elle a mérité l'attention et l'engagement des gouvernements successifs et nous prenons acte que votre projet ne prône pas de rupture en dépit des déclarations de tribune avec les politiques précédentes. Nous prenons acte que vous prolongez jusqu'en 2015 le programme national de rénovation urbaine initié en 2003. C'est une bonne nouvelle. Son sigle est même conservé en remplaçant rénovation par renouvellement.
Et cette évolution sémantique, je vous en parle, monsieur le ministre, et cette évolution sémantique rend effectivement compte que la rénovation a été largement conduite et qu'il faut maintenant accompagner de manière plus marquée les quartiers au-delà de cette rénovation. Le PNRU a mobilisé près de 45 milliards d'euros. Il a permis de rénover près de 600 quartiers et je peux constater dans une ville comme les Mureaux ou comme Mantes-la-Jolie les profonds changements positifs que ce programme a provoqués dans le cadre de vie, dans l'appropriation des quartiers par leurs habitants et dans l'offre de meilleurs services. Cela étant, nous avons un doute concernant les moyens de l'ANRU prévus à l'article 2. On parle d'affecter 5 milliards d'euros pour la période 2014-2024. Pensez-vous que cela soit suffisant pour donner une crédibilité à cette prolongation? C'est une vraie question. En 2003, nous avions affecté 2,5 milliards à l'ANRU et nous avons dû les augmenter au cours de la période jusqu'à 12 milliards en 2009. Nous notons avec satisfaction que l'Observatoire national de la politique de la ville est susceptible d'améliorer l'évaluation de la politique de la ville, tout en simplifiant les strates administratives. Nous approuvons aussi le renforcement de l'ANRU, qui peut accorder ses concours aux collectivités locales, qui peut aussi agir en co-investisseur en prenant des participations dans des sociétés dédiées. Le projet de loi fait du contrat de ville l'outil de mise en œuvre de la politique de la ville. Je crains que la durée de 6 années qui est affectée pour ces contrats ne soit réservée qu'à quelques collectivités initiées. Et c'est pour cela que nous réclamons aussi que cette liste puisse être donnée pour que l'on puisse préparer les contrats, sinon ils seront dans l'année supplémentaire et elles n'auront que 5 années. Ces contrats de ville donnent en fait une base légale aux anciens CUCS. Il fait de l'intercommunalité aussi, de l'intercommunalité la collectivité clé de la négociation des contrats de ville et de la mise en œuvre. Je suis personnellement très favorable à un rôle accru des intercommunalités à fiscalité propre, à la bonne échelle territoriale, dans des politiques de développement économique, d'aménagement du territoire, de logement et naturellement de la politique de la ville. Mais pourquoi donc, dans cette loi comme dans d'autres, je pense à Allure notamment, imposer l'obligation de l'intercommunalité comme s'il suffisait de l'obligation et de l'amende pour faire de bonnes politiques et avoir de bonnes pratiques? Pourquoi ne pas laisser décider le choix au niveau local du niveau le plus pertinent? Pourquoi ne pas laisser la chance à la négociation locale? Bien au contraire, vous prélèverez jusqu'à 1% des dépenses réelles de fonctionnement d'une intercommunalité qui n'est pas signataire d'un contrat de ville alors qu'elle a dans son territoire des quartiers prioritaires, sans même prévoir, à ce stade de ma connaissance du dossier, un dispositif d'arbitrage qui puisse tenir compte des causes de ce blocage. Nous attendons que vous nous donniez des explications au cours de cette séance. Entre baisse des dotations de l'État, obligations détaillées imposées aux collectivités pour exercer leurs compétences, l'exercice de la décentralisation devient sous votre gouvernement une figure imposée. Dans la même ligne, vous obligez les communautés urbaines ou métropoles partenaires d'un contrat de ville à la signature avec leurs communes, membres d'un pacte volontaire financier et fiscal de solidarité, et sinon à la création obligatoire d'une dotation de solidarité intercommunale. On est loin de la libre administration des collectivités locales. Comme pour bien d'autres domaines, on a l'impression d'une mise au pas, d'une reprise en main des collectivités locales et d'une recentralisation non assumée. Monsieur le ministre, votre projet de loi entend également renforcer la concertation avec les habitants et avec tous les acteurs locaux en vue de la co-construction et de la co-évaluation des résultats. Vous proposez l'obligation d'association d'un conseil citoyen, et je me réjouis que la Commission ait permis de passer d'un conseil des citoyens à un conseil citoyen, et de les associer à l'élaboration d'un contrat de ville. Nous approuvons que des efforts soient envisagés par des locaux dédiés, par de la formation, par quelques moyens financiers pour permettre à ces conseils de jouer leur rôle d'une manière pertinente. Oui, mais je m'en réjouis. Je ne dis pas que je l'espère, je m'en réjouis déjà qu'ils soient dans le texte. Mais de grâce, ne les formalisons pas par trop pour que, là encore, la souplesse permette la transition ou la cohabitation avec les structures de comités de quartier existantes, les maisons de quartier, etc., qui n'ont pas attendu ce texte de loi pour se développer et être efficaces. Alors, Monsieur le ministre, vous l'avez constaté, nous partageons bien des propositions contenues dans ce projet de loi. Mais cela ne peut équilibrer le manque de transparence avec lequel vous étalonnez les modalités de sélection des futurs quartiers prioritaires et la mise à disposition de cette liste des quartiers prioritaires. Cela ne peut compenser les atteintes que vous voulez porter à la liberté des communes et des intercommunalités et cette habitude d'assortir cette restriction de liberté de sanctions et d'amendes. Mais vous nous avez promis
de nombreuses clarifications et propositions nouvelles pour la séance. Peut-être pourront-elles nous faire oublier le manque de considération pour le travail parlementaire, et particulièrement celui de la commission. Nous espérons qu'elles apporteront les réponses adaptées aux inquiétudes que j'ai exprimées et à celles de mon collègue Martial Sadier. Merci.